Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 5 de Croire en eux. Croire en eux, c'est le podcast qui s'adresse à vous, professionnels de l'adolescence et des jeunes adultes, afin de vous permettre de partager sur vos pratiques, en découvrir de nouvelles, mais surtout, de croire en votre accompagnement et en vos clients. Parce que quelle que soit la difficulté, ce n'est jamais une fatalité. Croire en eux, c'est le début de toute solution. Dans cet épisode 5, nous allons parler de l'engagement et de l'envie du jeune ou des adolescents dans leur accompagnement. Alors, cette semaine, je suis en formation et j'ai parlé à certains de mes collègues en leur disant « Ok, qu'est-ce qui t'empêcherait, toi, de travailler avec des ados? Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour toi ?» Et j'ai eu plusieurs retours en me disant « Pour moi, c'est leur engagement. » M'a-t-on dit, j'ai eu des jeunes qui n'étaient pas engagés dans leur accompagnement et qui me passaient leur temps à me dire des « je ne sais pas ». Et pour moi, ça m'a un peu déstabilisée en tant qu'accompagnant et je me suis questionnée sur le « est-ce que j'ai envie ou pas d'accompagner des ados ?» J'ai trouvé cette réflexion ultra intéressante. Alors j'avais envie de vous faire ce podcast en 2 parties. Le pourquoi les jeunes sont plutôt réticents et sont souvent réticents, même si ça n'est pas universel comme réponse, sont souvent réticents à leur accompagnement et comment est-ce qu'on peut faire du coup pour mieux les accompagner, mieux les écouter et mieux les encadrer. La première chose à savoir, c'est que par principe, un adolescent ou un jeune va refuser tout ce qui vient de ses parents. Ça fait partie de sa construction. Il est en période d'opposition, il est en train de se trouver, de se découvrir et de pouvoir devenir lui-même avec ses propres avis, ses propres façons de penser. Et tout ce qui sera amené par ses parents ou par un adulte aura des difficultés à avoir du crédit pour lui. Et c'est important de l'entendre, c'est important de le savoir. Et souvent, à ces âges-là, entre 15 et 20 ans, on va dire, on est sur des jeunes qui n'ont pas forcément envie de changer et sont dans une situation plutôt confortable. Et la demande vient souvent des parents. Je vous en ai parlé lors de l'épisode 3, en vous parlant de la manière dont j'accompagnais les parents par rapport à ces situations. Et je vais vous expliquer un petit peu plus tard comment je fais par rapport à ça. Il y a une autre raison aussi de pourquoi est-ce que les ados et jeunes ne sont pas engagés, c'est parce qu'ils ne payent pas, ou en tout cas, ils ne s'engagent pas dans la prise de rendez-vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement en soi. Je ne vais pas vous expliquer là à quoi sert l'engagement financier dans l'accompagnement humain, mais vous le savez comme moi, c'est super important. Et là, dans le cadre d'un jeune, en général, c'est pas lui qui paye, c'est souvent ses parents. Du coup, ça diminue un petit peu son engagement. Forcément, quand vous mettez 60, 70, 80 € dans une séance, vous êtes toujours plus engagé que quand c'est quelqu'un d'autre qui paye pour vous, très clairement. On n'est pas sur le même rapport. Alors pour régler ce problème-là, il y a certains de mes collègues qui vont demander aux jeunes d'appeler eux-mêmes pour prendre rendez-vous. Pour ma part, c'est pas le choix que j'ai fait, mais je sais que certains le font comme ça. C'est quelque chose que vous pourriez éventuellement penser à faire pour amplifier l'engagement, c'est de proposer aux parents que le jeune appelle pour prendre rendez-vous à sa place. Il y a aussi des problématiques de loyauté parfois. Moi, il m'est arrivé d'avoir des adolescents qui venaient emmenés par leurs parents, mais les parents n'étaient pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire, par exemple, la maman pense que ça peut l'aider et le papa pense que ça ne pourra absolument pas l'aider et que c'est du bullshit que l'accompagnement. Excusez-moi l'expression. Et il s'avère que dans ce cadre-là, les jeunes ont des difficultés à s'engager dans leur accompagnement. Bah oui, par loyauté envers leurs parents. Papa n'est pas d'accord, il trouve que c'est nul, je ne vois pas pourquoi je le ferais et c'est compliqué pour moi. Une autre raison qui est assez proche de ça et qui est somme toute habituelle aussi pour les adultes, c'est quoi l'hypnose en fait? Dans mon cas, c'est de l'hypnose. Dans les autres accompagnements, c'est quoi le coaching? C'est quoi la sophrologie? C'est quoi la méditation? C'est quoi le yoga? En quoi ça va pouvoir m'aider? Il y a encore de la méconnaissance dans nos pratiques. Qu'est-ce que c'est que nos pratiques? Qu'est-ce que ça peut leur apporter? Parfois, on a des difficultés à exprimer cela pour eux. Et avant qu'ils soient dans notre cabinet, pour eux, c'est assez obscur et ça peut aussi faire un petit peu peur. Et c'est aussi important. J'ai aussi envie de vous parler de la croyance qu'il n'y a que les gens qui sont faibles ou peut-être un petit peu fous qui vont voir des thérapeutes ou qui vont se faire accompagner. C'est une croyance qui est assez présente chez les jeunes, un peu moins que chez les adultes, mais qui peut aussi être présente ou en tout cas véhiculée peut-être par les adultes. En tout cas, c'est une croyance à prendre en compte comme on la prend en compte pour les adultes, tout simplement.
Alors, ok, Émilie, t'es sympa, tu nous donnes les raisons pour lesquelles les ados n'ont pas envie de venir, mais maintenant, on en fait quoi de ça? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait quand on doit accompagner des ados ou des jeunes? C'est quoi les solutions? Alors là, on va parler de plusieurs solutions, de plusieurs choses que vous pouvez mettre en place. La première dont j'ai envie de vous parler, c'est, je vous en ai parlé lors de l'épisode 3, moi je reçois les parents tout seuls lors d'une première séance. Lors de cette séance, il m'arrive de leur expliquer que le jeune, je ne pourrais l'accompagner que s'il a envie de changer, que s'il a envie qu'il y ait des choses qui soient différentes. Si à ce jour, le jeune n'éprouve pas de difficultés ou de problématiques dans ce cadre-là, il peut être intéressant d'amplifier la problématique. Je m'explique. Un jeune qui ne rangerait jamais sa chambre et jamais ses affaires. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il vit dans son chantier, il est heureux, il s'y sent bien, c'est confortable pour lui et c'est un petit peu son antre et pourquoi pas. Maintenant, quand moi ça me dérange, pourquoi ça me dérange ? Et là, c'est intéressant à questionner lors de la première séance. En quoi c'est dérangeant pour les parents que leurs enfants soient bordéliques ou laissent traîner ses affaires ? J'ai souvenir d'une jeune fille qui laissait traîner ses affaires de cheval. Donc du coup, les bottes sales, les vêtements pleins de terre, etc., etc. Et ça embêtait la maman qui disait « Bah oui, mais c'est crade et ça traîne dans mon salon, ça me plaît pas. » Dans ce cadre-là, que peuvent faire les parents ? Ils peuvent tout simplement prendre ses affaires et les mettre dans la chambre de la jeune fille. Parce qu'effectivement, c'est à elle, ce sont ses affaires, c'est à elle de décider ce qu'elle en fait et de les mettre au bon endroit. Et à ce moment-là, ça va être un peu plus dérangeant pour elle. C'est aux parents de trouver comment est-ce que ce qui les dérange eux peut déranger leur jeune et dans ce cadre-là, le faire agir. Parce que clairement, tant que le jeune est dans son petit cocon confortable et que papa-maman font à leur place, qu'est-ce que vous voudriez qu'il change ? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il fasse ? Ça s'appelle la responsabilisation. Lors de la première séance que j'ai avec les parents, c'est vraiment quelque chose que j'appuie énormément. Responsabilisez vos jeunes. Donnez-leur leur place. Montrez-leur que vous avez compris qu'ils ont grandi, que ce ne sont plus des enfants. Donnez-leur des responsabilités et des choses à faire. Parce que dans la vie, on a des responsabilités, des droits et des devoirs et c'est important de cadrer ça. Il peut aussi arriver qu'il y ait des jeunes qui soient soumis à beaucoup de stress, qui vivent beaucoup de stress dans leur quotidien, que ce soit par rapport aux examens, que ce soit par rapport aux cours, par rapport aux oraux ou d'autres situations. Et les jeunes qui vont dire à leurs parents « Non, mais j'ai besoin de voir personne, t'inquiète pas, c'est mon affaire ». À ce moment-là, ça peut être intéressant de pointer la situation, c'est-à-dire que quand le jeune revient d'un examen où il est dans tous ses états en disant « J'ai pas réussi, je n'y arrive pas, je suis nul », tu vois, c'est à ce moment-là lui dire « Mais regarde, là, mon chéri, t'as besoin d'être accompagné, t'as besoin d'être aidé, t'as besoin qu'on t'aide à te sortir de cette situation. » C'est super important de l'aider à voir ce qu'il vit et surtout de lui expliquer que ce n'est pas une fatalité et qu'il n'est pas obligé de subir son désagrément tous les jours, que c'est possible de s'en sortir et que c'est à ça que servent les accompagnements. Il y a quelques instants, je vous parlais de la responsabilisation des ados et des jeunes. Et j'ai envie de l'amplifier au cabinet. Au cabinet, le jeune que je reçois, il est responsable de ce qu'il décide, de ce qu'il fait, de ses actions, de ses choix. Et je vais le mettre face à cette situation comme un adulte. Avec un cadre bien entendu un petit peu plus serré et avec un début d'accompagnement qui est plus particulier, je vais vous en parler. Le cadre plus serré, c'est que tout ce qui se passe au cabinet reste au cabinet. C'est sous-jacent et c'est pas forcément dit lors de la séance adulte parce que c'est dans la charte éthique et la charte de déontologie qu'il y a sur mon site et c'est important pour moi que ce soit ainsi. Pour les jeunes, je leur redis à chaque séance. Je leur explique que ce n'est pas parce que c'est les parents qui payent que mon client, ça n'est pas lui et que tout ce qu'il se passera en séance restera entre lui et moi, sauf en cas de danger, mais ça je vous l'ai déjà expliqué. Il ne me partage que ce qui est important pour lui, que ce qu'il a envie de me dire, que ce qui est OK pour lui à partager. Et ça, c'est essentiel. Il y a une liberté pour lui à ce moment-là de me dire ou de ne pas me dire, de faire ou de ne pas faire ce que je lui propose. C'est vraiment la même relation qu'avec un adulte à ce moment-là. Je vais juste rajouter que par rapport aux adultes, au moment du début de la relation avec un adolescent lors de la séance, je vais rentrer dans son monde.
Les adolescents n'ont pas cette habitude-là. Habituellement, ils sont considérés soit comme des enfants, soit comme des adultes, et on a un petit peu tendance à effacer ou à gommer leur spécificité de l'adolescence. Et pour moi, c'est important de rester dans leur monde. Ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise « Ok, t'aimes quoi, toi ? C'est quoi qui est important pour toi ? Qu'est-ce qui est plaisant dans ta vie ? Qu'est-ce qui te fait du bien ? Quelle musique tu écoutes ? Quel est ton film préféré ? Quelle est la série qui te fait le plus vibrer ? Quel manga tu lis, par exemple ? Qu'est-ce que tu lis ? Est-ce que ça te plaît de lire ? Etc., etc. Lors de la première séance avec un adolescent, systématiquement, je rentre dans son monde de manière le plus concret possible. C'est véritablement moi qui viens au contact de ce qu'il aime, de ce qu'il fait, pourquoi et comment. À ce moment-là, ça me permet de gagner en confiance et de créer du lien avec lui. De lui dire « Ok, tu vois, moi je suis là pour t'écouter, te comprendre et être là au niveau où tu es, avec tout ce que tu vis dans son intégralité. » Et c'est à ce moment-là que j'acquiers énormément de connaissances pour pouvoir l'accompagner au mieux après, parce que si je le connais un peu mieux, quand je vais travailler sur les difficultés qu'il vit, je pourrai mieux l'accompagner et mieux voir ce qui le fait vibrer et ce qui peut l'aider à aller mieux, tout simplement. C'est très important. Alors à ce moment-là, une fois que je suis rentrée dans son monde, que j'ai fait connaissance avec lui, que j'ai découvert ce qui était important pour lui, on va commencer à parler de la problématique. Il se passe quoi pour lui ? En général, si j'ai vu les parents avant, j'ai une petite idée et j'ai pas de souci à lui dire « Ok, tu sais que j'ai vu tes parents, tu sais que c'est pour ça que t'es là. C'est quoi ta version à toi là-dessus ? Qu'est-ce qui se passe pour toi par rapport à cette problématique ? Comment toi tu le vis ? À quel moment c'est le plus présent ? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu tout ça ? Et là, je vous explique pas comment on accompagne un ado, mais globalement, c'est l'idée de rentrer dans son monde de manière plus pointue, tout en ayant cette vision méta qu'on a pu avoir avec les parents auparavant. Ce qui est important à ce moment-là, c'est de ne pas hésiter à faire un peu de psychoéducation. C'est-à-dire de lui donner des grilles de lecture pour pouvoir comprendre que ce qui lui arrive en général est plus ou moins classique ou est plus ou moins explicable et qu'il n'est pas dans une situation inconnue et complètement désespérée. Je crois que c'est quelque chose qui est important pour les jeunes, c'est d'être rassuré, d'être entendu, d'être écouté. Alors c'est très chouette, tout ça, ce sont des techniques, c'est plein de choses qui sont super importantes, mais il y a autre chose qui est peut-être encore plus essentiel que tout ça, c'est le savoir-être. Le savoir-être avec un ado, il est ultra important. Un ado, il va tout de suite détecter le moment où vous faites semblant. Le moment où vous n'êtes pas aligné avec vous. Il va tout de suite aller détecter la moindre faille parce que c'est son fonctionnement, parce que c'est comme ça qu'il fait. Et à ce moment-là, il est essentiel d'être vrai et d'être aligné avec vous dans l'accompagnement que vous faites avec lui. Il est aussi essentiel de croire en lui. Vous le savez, ce podcast s'appelle « Croire en eux ». C'est de lui montrer que vous avez confiance en lui, que vous savez qu'il est capable de s'en sortir, que vous savez que vous pouvez l'aider, que vous savez que sa situation n'est pas désespérée comme on en parlait il y a quelques instants. Mais il est aussi essentiel de lui donner un cadre safe, donc un cadre solide et assez carré sur lequel il va pouvoir s'appuyer pour se sentir en sécurité de manière à pouvoir vous parler de ce qui est compliqué pour lui et surtout de savoir que vous allez pouvoir l'aider. Pour moi, ce cadre, il se compose de confiance. Je vous en ai déjà parlé, je crois en lui, je l'accompagne et je suis présente pour lui. Mais aussi de droit et de devoir. Le droit de ne me parler que de ce dont il a envie de me parler et le devoir aussi de respecter le cadre de la séance. Il est aussi conscient à ce moment-là et je lui rappelle que cette séance, elle est pour lui et uniquement pour lui. J'en ai rien à faire de ses parents à ce moment-là. Je suis là uniquement pour l'aider lui à gérer ce qui est compliqué pour lui. Je lui rappelle aussi à ce moment-là qu'il n'y a aucun jugement, que je ne suis pas là pour ça, que je suis à son service pour pouvoir l'aider lui à trouver les solutions à l'intérieur de lui parce qu'on est bien d'accord, un ado, c'est comme un adulte là-dessus, il sait pertinemment, ou alors s'il ne le sait pas, il a possibilité de trouver en lui toutes les capacités, toutes les compétences, toutes les ressources
qui vont lui permettre de sortir de sa situation. Et ça, c'est essentiel en fait. Pour moi, c'est la clé de tout accompagnement pour les jeunes. Les aider à trouver des ressources en eux pour s'en sortir, leur faire confiance. Il est aussi super important de rappeler qu'avec les jeunes, on a souvent une petite appréhension par rapport à leur relative nonchalance. C'est quoi la nonchalance d'un ado ? C'est sa manière à lui de communiquer. Parfois, ils sont plutôt affalés, ils ont du mal à s'exprimer, je sais pas, etc., etc. Il faut savoir que ce que cela nous renvoie à nous en tant qu'accompagnants est important à prendre en compte. Là-dessus, j'ai envie de vous questionner. C'est quoi vos croyances à vous sur les adolescents ? Vous croyez quoi sur les adolescents ? C'est toujours intéressant, vous le savez, dans nos accompagnements, de se questionner sur les croyances qu'on peut avoir. Quelles sont vos croyances par rapport aux ados ? Est-ce que vous croyez qu'ils sont, je ne sais pas moi, pas capables, qu'ils sont tout mous, qu'ils sont pas décidés, qu'ils n'ont pas envie ? C'est quoi vos croyances ? Parce que ces croyances, si vous les avez, vous le savez, vous leur mettez des étiquettes sur la tête et pour eux, c'est plus compliqué pour en sortir. Donc j'ai envie vraiment de faire un appel aux accompagnants d'ados pour leur faire confiance, pour croire en eux, pour ouvrir vos croyances ou en tout cas en prendre conscience pour en être un peu plus allégé et ne pas les laisser décider à votre place pour pouvoir accepter et accueillir l'ado comme il est, avec sa nonchalance, avec sa capacité à vous dire 50 000 je ne sais pas dans la même séance, mais en tout cas de l'accueillir comme il est. Je crois avoir fait le tour de tout ce que je voulais vous dire concernant le non-engagement ou la non-envie des jeunes à être accompagnés. J'ai envie de vous remercier d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager et à indiquer votre avis sur les plateformes de diffusion. Vous nous retrouverez sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, Croire en eux, le podcast, mais aussi sur un groupe Facebook privé, Croire en eux, le groupe, où vous pourrez partager sur les difficultés rencontrées et recueillir des avis, des entraides bienveillantes et accueillantes. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.